Et bonjour. Aujourd'hui, un petit test un peu particulier. On va essayer de commencer tôt le matin, juste pour se mettre en jambes. Donc l'idée, ça va être de faire des petits katas, des petits exercices pour s'entraîner, pour revoir un peu les bases. Potentiellement dans des langages que je pratique pas très souvent, histoire de rester entraîné dessus, de revoir un peu les spécificités du langage, etc. Du coup, on va aller voir directement dans notre navigateur, hop, ici, un site qui s'appelle CodeWars. Et, pardon, je vais remonter la caméra un petit peu. Je vais y arriver. Donc un site qui s'appelle CodeWars et qui propose plein d'exercices de niveaux assez différents. Ça va vraiment du B à bas de la programmation, des exos super simples, jusqu'à des trucs très très difficiles. Genre recréer un interpréteur ou des choses comme ça, qui prend beaucoup plus de temps à faire. Donc tous les katas, donc le site s'appelle CodeWars, on voit un petit aperçu, il y a des classements en fonction des points que vous avez fait, il y a des propositions de prochaines tâches à réaliser en fonction de votre niveau, etc. Et toute une communauté derrière qui se donne des conseils, etc. Le gros avantage du truc, c'est qu'une fois que vous avez résolu un problème, vous pouvez regarder les solutions des autres. Ça vous donnera une idée de ce qui est plus idiomatique, donc ce qui représente bien le langage comme façon de traiter le problème. Euh, Nous, on va y aller tranquillement, on va aller sur la page qui permet de lister les katas. On va filtrer ce qu'on n'a pas encore vu dans les langages que je pratique moi. Alors j'en ai listé beaucoup des langages que je pratique. Il y en a vraiment énormément sur cette plateforme-là. Ça va forcément du Java, du C, du C++, du C Sharp, même du Dart. Et sur des langages un peu plus ésotériques, il y a pas mal de Haskell aussi, il y a vraiment de tout. Donc on va juste sélectionner les langages que je pratique moi. Euh, on va juste conserver les approuvés. Donc ils ont eu un certain nombre de personnes qui les ont fait, donc on sait qu'ils sont un peu stables. Et on va faire ceux que j'ai pas fini. On va faire un petit échauffement ce matin, donc on va plutôt voir des katas pas trop difficiles, dans des niveaux entre le 8 et le 4Q, je pense. Au-delà, en général, il me faut potentiellement plusieurs heures pour les réussir. Donc on va pas s'attaquer à ça ce matin. On peut essayer un truc très simple. On va commencer par du 7 peut-être, soyons fous. Donc là, on voit tous les langages dans lesquels ils sont disponibles, les différents katas. À la base, je voulais faire un petit peu de Kotlin. Donc on va voir si on en trouve en Kotlin. À la limite, on peut filtrer sur le Kotlin. Si j'arrive à faire tourner l'IDE, si jamais on basculera sur du JavaScript. J'ai pas particulièrement préparé cette partie-là. Alors il y en a plus beaucoup, mais c'est parce qu'en fait j'en ai fait beaucoup qui sont à bas niveau. Donc dans l'idée, professeur Chambouliard vient de terminer une expérimentation sur les vagues gravitationnelles. Il mesure les effets de petites particules magnétiques. Cet effet est très petit et négatif. Dans sa première expérience, l'effet satisfait l'équation x au carré plus 1 exposant 9 fois x plus 1 égale 0. Le professeur C, le professeur CC, c'est rigolo, le professeur C comment résoudre des équations de la forme g égale ax carré plus bx plus c égale 0 en utilisant le discriminant. Donc il trouve deux racines, x carré plus 1 exposant 9, x plus 1 égale 0, c'est x1 égale moins 1 exposant 9, et x2 égale 0. Pardon, c'est moins 1 fois 10 exposant 9. La valeur de x1, bonne ou mauvaise, ne l'intéresse pas, parce que sa valeur absolue est trop grande. De notre côté, il voit immédiatement que la valeur de x2 n'est pas raisonnable. Elle ne va pas dans l'équation.
Si on remplace par 0, effectivement, on va avoir 0 au carré, plus beaucoup fois 0, plus 1 égale 0, donc on va avoir 1 égale 0. Ce serait particulier. Ah. Alors celle-là, typiquement, c'est purement des mathématiques. Je pense qu'on va avoir du mal aujourd'hui. On va essayer de s'en trouver un autre. Donc peut-être qu'on va faire plutôt du JavaScript. Et on va repartir facile. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc quart d'année, renversement de gravité, ou les coefficients d'une équation quadratique. Donc, essayons quart d'année. Donc si on nous donne un mois comme un entier entre 1 et 12, ça tombe bien, c'est comme ça qu'ils ont écrit en JavaScript, pas entre 0 et 12, mais entre 1 et 12. Retourner à quel quart d'année il appartient comme un entier. Ok. Et on est parti. Je sais pas si on y voit bien, peut-être on peut essayer de grossir le... Ah, c'est mieux, hein. Ok. Donc là, on a un mois, et on veut retourner 1, 2, 3 ou 4. Alors visiblement, c'est 1 pour 3. 2, 3 ou 4. En fonction de la tranche de mois. Donc en gros, on pourrait faire un truc bien dégueulasse, comme if month inférieur ou égal à 3, turn 1. On pourrait faire un truc comme ça. Je pense que ça marcherait. Donc, le truc qui est sympa, c'est qu'on a déjà des tests qui sont... Alors, je vais bouger ma tête pour que vous le voyez mieux. On a déjà des tests ici qui sont écrits. Donc, on peut cliquer sur test pour exécuter le code qu'on a dans la partie supérieure là, avec les tests en dessous. Et du coup, si on fait ça, on exécute ça. Si les tests passent, tant mieux. Si je change un truc là, celui-là il est testé. On voit de suite quel est le test qui casse. Donc là, il s'attendait à avoir 3, il a eu 2 sur cette ligne-là. Et après, une fois qu'on est fier et qu'on a envie de soumettre notre résultat, on peut cliquer sur Attempt, qui va jouer une série de tests qui, en général, comprend celle-là et en rajoute d'autres. Donc là, on va peaufiner un petit peu notre solution parce qu'on la trouve quand même très moche. Jusqu'à ce qu'on ait un truc un peu plus parlant, un peu plus sympa. Il va falloir que j'améliore le setup. En fait, je voulais voir le gestionnaire de stream en même temps, au cas où. Ça va être compliqué de faire les deux à la fois. Alors je trouve un setup un petit peu mieux pour la prochaine fois, c'est pas grave. Du coup, ici on va essayer quand même de faire un truc un peu plus sympa. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, en gros, on a le numéro du mois, modulo 3, parce qu'on veut que ça switch tous les 3. Pardon. Divisé par 3, je sais n'importe quoi. On a juste ce problème du fait qu'on ait un plus 1 ici et que les numéros de mois soient indexés par 1. On les aimerait bien de 0 à 11 et de 0 à 3 en sortie. Donc on va faire ça, mais on va le faire un peu plus sympa. Donc on peut faire facilement le month -1. Ici, on peut faire un mat.floor. Donc on arrondit ça. C'est pas juste le month.1 en fait, c'est month.1 sur 3 ou 4. Et plus 1. C'est probablement 3. Ouais, donc c'est ça. Donc pour 0, 1, 2 divisé par 3, ça va retourner 0 plus 1, 1. Pour 3, 4, 5 divisé par 3, ça va me faire 1, le reste de la division entière. Donc
c'est bien, ça avance, on voit que ça marche toujours. Ici, les accolades return, ça sert strictement à rien, ça revient à la même chose que ça. Donc on peut toujours tester systématiquement ce qu'on met, ce qu'on change. Et ici, le mat.floor, je crois qu'il y a des feintes en JavaScript. Des trucs comme ça. Pas du tout, c'est plus. Je vais plus l'avoir. Après, le mat.floor me plaît bien dans le sens où on sait qu'il va toujours bien se comporter. Allez, on va soumettre ça. C'est suffisamment. C'est un petit peu plus cryptique que nos ifs, hein, on voit moins ce qui se passe. Mais c'est quand même un petit peu plus propre. Alors, on a encore mieux, effectivement. C'est ça l'avantage aussi, c'est que vous voyez les solutions qui ont été plébiscitées par les utilisateurs. Donc celle-là, typiquement, plutôt que de faire un mat.floor d'un -1 et d'un +1, le fait d'arrondir au supérieur, ça marche aussi. C'est pas une mauvaise idée. Bon, après, il y a des vieux ifs comme on a fait initialement, pas très jolis. Alors visiblement le sale marchait aussi. Oui, c'est ça, tout à fait, le sale marche. Bon, voilà, on peut parcourir et on a un certain nombre de résultats qui ont été soumis par des gens. Vous pouvez utiliser un ternaire, mais c'est pas très joli non plus. Ok, donc on va revenir juste 2 pages en arrière. Hop, ici. Et on va aller s'attaquer au Gravity Flip, à moins qu'on monte un petit peu la difficulté. Allez, soyons fous. On va aller voir du 7. Donc les fonctions d'ordre supérieur, c'est intéressant ça. On va aller voir ce que ça nous propose. Ok, alors on va aussi cacher l'IDE parce qu'il sert à rien. Ok. Donc on va nous donner une séquence d'objets qui représente des données sur des développeurs qui se sont enregistrés pour participer au prochain coding meetup qu'on organise. Étant donné le tableau qu'on a en entrée, donc on a la liste et des objets avec nom, prénom, le pays, le continent, l'âge et le langage. On va devoir écrire une fonction qui retourne l'âge moyen des développeurs. On va arrondir ça à l'entier le plus proche. Dans l'exemple ci-dessus, votre fonction devrait retourner 50, le nombre 50. Donc en entrée, on a cette array là, qui sera toujours valide et bien formaté, et l'âge qui sera toujours un entier positif. On va se tester ça. Alors, moi j'aime pas cette écriture là en JavaScript, maintenant j'ai tendance à préférer ça. D'accord, on n'a rien qui marche. On a même une erreur de syntaxe parce que je fais trop d'autres langages. Ok. Donc là, on veut faire la moyenne sur notre liste. Donc, solution naïve, on pourrait faire une boucle for, let i égale... Pardon, égale 0, i inférieur à la liste length. On parcourt chacun des éléments de la liste. I++, donc là c'est la solution vraiment naïve. Let sum égale 0. Donc pour chacun, on va faire sum plus égal à liste de i, ouais, age. On peut ou pas rajouter des points virgules, on s'en fout, ça changera rien. Ils sont quasiment tous optionnels en JavaScript, donc il y en a qui préfèrent ne pas les écrire, d'autres qui préfèrent les écrire. Peu importe, moi pour le coup ça m'était pas mal égal.
Et on va retourner sum divisé par la list.length. Sauf qu'on voulait quoi? On voulait un mat.round là-dessus, c'est ça? Donc on a une première solution qui marche. Après, moi, pour ce qu'elle fait, je la trouve quand même pas mal verbeuse. Donc on a un autre truc en JavaScript. C'est qu'on a des méthodes un petit peu fonctionnelles. Après, vu qu'on est sur du higher order functions, je pense que le concept de base, c'est quand même d'utiliser des fonctions d'ordre supérieur. Et notamment, là, on veut partir d'un array pour calculer la somme et diviser par la taille. Donc quand on part d'un array et qu'on veut un résultat simple, en général, on va utiliser une réduction, donc la méthode reduce en JavaScript. Donc on va essayer d'appliquer la même chose ici. Donc ici, au lieu de faire tout ça pour calculer la somme, on va essayer de la réécrire juste au-dessus. Donc là, const sum, ça serait list.reduce. Le reduce, il prend quoi? Il prend un accumulateur et l'élément en cours de parcours. Et là, on veut l'accumulateur plus e.age correspond... Non, e, c'est l'élément de la liste. Donc ils vont passer un par un. On va d'abord passer le premier ici. Et on va récupérer son âge ici. Donc là, on va sommer l'accumulateur et l'âge. Et comme valeur de départ, c'est le sum égale 0, on va utiliser 0. Normalement, si on fait ça, on a exactement la même chose. On peut retester. Ok, parfait. Et si, vu qu'on est des gros bourrins, on va faire ça dégueulasse. On peut supprimer ça. Et vu qu'on n'a plus qu'une valeur avec un return, on peut le virer de ça. On va essayer de réarranger un peu notre code. Un peu comme ça. Donc là, on voit bien le reduce. Et on divise par list.length. Ça devrait toujours marcher. Donc on peut soumettre ça. Alors, ce qui est plutôt sympa, c'est que les versions d'ECMAScript qui vous sont proposées sont quand même assez évoluées. Donc vous pouvez assez facilement utiliser les trucs un peu avancés du langage. Donc voilà, typiquement, lui il a fait à peu près la même chose que nous. Il y a un tout petit peu moins condensé. On voit qu'il y en a qui ont fait avec la somme bourrin comme on avait fait au début. On a un petit peu de tout en fait. Lui il a fait une méthode spéciale pour la réduction. Ah, ça c'est intéressant. Il a décomposé la propriété âge. On aurait pu faire ça aussi. Plutôt sympa. Donc là, on va extraire la propriété âge de notre objet. Et on va la mettre... C'est de la déconstruction, en fait. Voilà, quelques petites idées d'amélioration. Allez, hop. On va enchaîner avec un de plus. Pardon, je l'ai ouvert dans un autre onglet. Donc on va pouvoir revenir ici. Donc celui-là, on vient de le faire. C'est écrit dans les étoiles. On va aller voir ce qu'il nous est proposé. Alors, est-ce que vous êtes déjà intéressé dans les phénomènes de l'astrologie? Les signes dans les étoiles, le tarot, le voodoo. Ok, le voodoo, c'est un petit peu trop effrayant. Notre tâche aujourd'hui est de finir la fonction starSign en trouvant le signe astrologique, étant donné la date de naissance qui nous est donnée comme un objet date. Intéressant. Alors, je vérifie juste un petit truc. Petit instant. Pour essayer d'avoir le chat en même temps. On sait jamais. Ah, j'ai du monde en plus. Bienvenue. D'ailleurs, mon titre est mensonger, c'est pas bien. Alors, je pense à changer ça les prochaines fois. Ok. Donc l'astrologie, tac tac tac. Aquarius, Pisces, Aries. Ok, donc fonction de la date de naissance, on veut retourner le bon signe astrologique. Ça va être un peu pénible. Et donc il y a 100 tests complètement aléatoires qui sont exécutés.
avec des dates du 1er janvier 1940 jusqu'à maintenant. Ok, ben avant, hein. Donc on va reapprendre à manipuler l'objet date. Ça fait longtemps que je l'ai pas touché en JavaScript. Je sais que les mois sont indexés à partir de 1, ce qui peut parfois perturber un peu. Donc en gros, ici, on va vouloir retourner. Je fais retourner mois comme ça. Je pense qu'on va aller les copier-coller comme des gros bourrins. Ça me paraît être une bonne idée. Alors, je sais pas faire de sélection multiple dans celui-là. Au pire, je peux le faire avec Vim, probablement. Tant pis, on rebossera ça plus tard. Ok. Et là, on va virer Spawnader. Ouais, c'est pas très malin en fait. On va faire un vieux if des familles. C'est un peu verbeux du coup, cet exo-là. Je m'en excuse. Ensuite, on a les poissons. On va prendre toute la ligne. Ça ira plus vite. Alors la problématique par contre, ça va être que ces dates-là, les conditions vont être un peu plus compliquées à tester que juste ça. Donc du coup, on va avoir un truc comme ça, date.month égale à 1, pardon. Donc ça c'est janvier, on a dit 1. Et le date, enfin, je sais jamais si c'est day, etc. Au pire, on ira vérifier les PI. Je sais jamais s'il faut des parenthèses non plus. Donc là, on veut que ça soit supérieur ou égal à 21. Donc on veut que ça soit... On va le faire comme ça. Donc on veut que le mois soit janvier et que la date soit supérieure ou égale à 21. Ou que ça va être quasiment la même chose en fait, mais avec février et inférieur ou égal à 19. Et je pense que ça, en fait, on va pouvoir le reprendre. Hop, je fais n'importe quoi. L'exécution ne va pas marcher, mais c'est pas grave. On va reprendre ce if. Donc là, 20 février, 20 mars. Donc février à mars. Et 20 et 20. Donc pour la blague, je vais couper ça. On va tester. On n'a toujours aucun qui passe. Non, parce que c'est pas data, c'est date en fait. Hein. Ça ne peut pas marcher avec data. Là, on va voir vite fait ce qu'on a qui marche pas encore. Se faire une idée, mais je crois qu'on n'a aucun test sur les deux premiers. Du coup, ça. Si, Aquarius, ici, pardon. Par contre, le 15 janvier. Ah non, le 15 février, du coup. C'est moi qui dis n'importe quoi. Ça va pas marcher, mais pour d'autres raisons, du coup.
Ok, donc ce qui nous va pas en fait, c'est que là, je me suis planté sur les index. Là, normalement, on en a un qui devrait passer. Même pas. On va faire les bourrins. On peut utiliser console.log comme, comme on le ferait naturellement en fait. On va essayer d'afficher l'objet date, mais je crois pas qu'il soit très parlant en lui-même. Est-ce qu'on le voit d'ailleurs? Oui, on le voit ici. On voit l'année qui est passée. Si on tente date.month, undefined. Ah. On va aller vérifier la Javadoc. Désolé pour le blanc, c'est un peu flashy de bon matin. Hop. Alors, date.parse. Ah, c'est getMonth, du coup, qui nous intéresse. Et on va en profiter pour regarder le jour. Donc nous, on veut pas le jour de la semaine, on veut un getDate. Du coup, ça va être getMonth et getDate. On va vérifier ça. Ok. Le premier, c'est 5 et 5, donc c'est bien ce qui est passé ici. On le voit là. Le deuxième, 1 et 15, etc. Ok, ça nous plaît vachement plus. Donc, pour éviter de dupliquer à chaque fois ce code-là, on va directement les enregistrer en constante. Donc le day, ça va être notre day.getDate. Et le month sera date.getMonth. Ça va simplifier un petit peu les lignes ici. Donc, on peut virer ce date, on peut virer ce date. Et pareil après. Donc on n'a plus que day. Ok. Sauf que j'ai coupé comme un barbare. Donc là on voit que le deuxième marche, mais c'est le seul cas qu'on a couvert. Au pire, on va juste le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. On met un cas tout bête derrière. On va aller vérifier notre liste des mois là. Donc on va prendre Capricorne ici. Sagittaire. Scorpion. Lion. Cancer. Gemini, je sais même plus ce que c'est. Taureau. Ok. Donc là, à chaque fois, en fait, on va incrémenter de 1 cela. Hein. Donc là, ça sera 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. On voit le pattern. 7, pardon. 6, 7, 8, 8, 9. Je pense que le cas d'arrêt va être rigolo. Je pense qu'on juste on reboucle à 0 en fait. Ok. Donc là c'est juste pour checker. Donc Virgo il doit être sur le lion là il doit être un peu sur la tranche. Ou alors on s'est planté quelque part, on va vérifier. Donc du 20 au 20. Ici le suivant.
on le veut du 21 au 20, puis du 21 au 21, puis du 22 au 21, du 22 au 22, du 23 au 23. Ok, on repart sur Virgo ici. Donc le Virgo, c'est du 24 au 23. 24 au 23 au Libra aussi. Le Scorpion, 24 au 22, c'est 3 mois court. Puis du 23 au 21 et du 22 au 20. Ok. Je pense que si on le soumet plutôt que de le tester, je pense que ça devrait marcher aussi. Ok. Ah, intéressant comme solution. Alors j'ai volontairement pas creusé beaucoup plus parce que il était un peu rébarbatif. Ok, il fait avec le day et avec le get months, c'est un switch dessus, pourquoi pas. Ah ouais, il y en a qui sont joueurs quand même. Hein. Là j'aurais pas osé quand même. Il aurait pu faire une table de correspondance complète. Ok, ça c'est plus intéressant déjà, je trouve. Alors, la construction est un peu compliquée, je pense qu'il y avait moyen de faire un petit peu plus simple, mais c'est marrant, il met la première date et la seconde, et il vérifie que ça soit entre les deux dates. J'aime bien cette idée-là par contre. Le seul problème c'est le cas d'arrêt, effectivement, où on peut pas vraiment faire entre deux dates. Avec la façon dont on l'a fait, on aurait probablement pu... Ok, bon, ça me donne une idée. Après, je suis pas très fan de... Ça me paraît un peu cryptique. Donc là on force le cast en int. En plus, on fait des trucs un peu sympas. Ok. Je vais vite fait changer les infos du stream, désolé. Ok. Donc celui-là, c'est fait. On va aller voir le suivant. On n'a pas plus besoin de la doc Mozilla. Tac. Donc des 1 et des 0. Alors, étant donné un array de 1 et de 0, il faut le convertir en son équivalent binaire en tant qu'entier. Ok. Alors en JavaScript, il y a pas mal de trucs qui vont nous simplifier pas mal la vie hein, là-dessus. Ceci étant, les arrays peuvent avoir des longueurs différentes, ils ne sont pas juste limités à 4. Oui, merci. Ok. Bon, on peut le faire. Hein. Je pense que c'est pas très difficile pour le coup. Ok, on prend l'array en paramètre. Ok. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On a des méthodes de conversion en JavaScript qui permettent de préciser pour convertir un string en nombre. On peut utiliser en fait la base utilisée, donc là ça prend une base 2. Donc si on fait ça, on serait capable de convertir la chaîne de caractères avec que des 0 et des 1. Donc mettons ça là. On pourrait le convertir en nombre assez facilement. Alors je sais plus comment on fait, c'est probablement un truc comme ça. Si jamais on va le retrouver rapidement. Un test à la con. Ok. C'est...
va tricher. Number.toString, pardon. On va y arriver. ToString avec le radix. Sinon, on peut faire aussi un parseInt du string avec le radix. C'est ce qu'on va faire, hein. C'est plus joli. Donc ici, désolé, je ne me souvenais plus. On va faire un parseInt avec le radix. Et normalement, il devrait nous afficher 12. Donc 8 plus 2. 8 plus 4, 12. Ok, donc avec parseInt, on va s'en sortir. Donc ce qu'il nous reste à faire, du coup, c'est convertir cette array-là en chaîne de caractères. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire une réduction dessus. Array.reduce prend notre accumulateur et l'élément. Et on va retourner quoi? On va retourner accumulateur plus l'élément. Et on va commencer avec une chaîne vie. Donc là, il va faire de la conversion de type implicitement. Il a du string d'un côté, un nombre de l'autre. Il va convertir le nombre en string et il va le concaténer. Du coup, normalement, si on fait juste un parseInt de ça, là, le parseInt ici, on va rajouter le radix ici. Et on peut retourner ça. Le console log, on n'en a plus besoin. Si je teste ça, ça marche pour tous mes cas. Donc on peut aller encore un peu plus loin, on peut virer la collade et le return. Ok, est-ce qu'on peut simplifier encore? Pas beaucoup, je pense. Si, on peut faire beaucoup mieux que ce array.reduce là. Est-ce qu'on n'a pas un moyen de faire un join? Je suis pas sûr. Si, probablement. Que ça marcherait pas par hasard. Niveau parenthèse, on est bien. Pas mal ça. Donc plutôt que de faire une réduction bête et méchante, le join c'est ce qu'il va faire en rajoutant ce qu'on lui met entre parenthèses entre les différentes valeurs du tableau. Donc là on veut rien mettre entre chaque chiffre du tableau. Mais pour les concaténer réellement, on met juste une chaîne de caractères vide. Le fait que ce soit une chaîne de caractères là va forcer le type des autres. Et du coup on se retrouve avec pile ce qu'on voulait. Je vais même le passer sur la ligne maintenant que c'est tout petit. Et là on a une vraie solution, un one-liner. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus lisible, encore celui-là ça va. Mais c'est quand même mignon. On va soumettre ça. Ok, on n'est clairement pas les seuls à avoir fait ça. Hein. Bon, ça nous donne une idée. Plutôt sympa celui-là. Ensuite, des mathématiques étranges. Dans un certain royaume, des mathématiques étranges sont enseignées à l'école. La différence principale entre les mathématiques ordinaires, c'est que les nombres à l'intérieur ne sont pas ordonnés dans un ordre ascendant, mais lexicographicalement. Donc en gros, en fonction de ce qu'on trouve dans le dictionnaire. Ouais, c'est ça. Comme dans un dictionnaire. Donc d'abord par le premier digit. Ensuite, s'ils sont égaux, par le second, et ainsi de suite. C'est un peu ce qu'on a dans Windows qui nous trie des trucs à l'arrache. En addition, on considère pas un nombre infini d'entiers naturels, mais seulement les premiers n nombres. Donc par exemple, si n égale 11, on les trie dans cet ordre-là. D'accord. Donc on va pas au-dessus de 11 en fait. Ça c'est juste les 11 premiers nombres. Et on voit bien que le 1-0 va avant le 2 quoi. Donc aidez vos étudiants à apprendre les sciences, cette science pardon,
écrivez une fonction qui reçoit deux nombres entiers, n, le nombre total de nombres dans les mathématiques étranges, et k, un nombre de pistes séquences, et retournez la position d'un nombre donné k dans l'ordre défini dans les mathématiques étranges. Ah. Par exemple, si n égale 11 et que k égale 2, la fonction devrait retourner 4. Ok, oui, je l'ai sélectionné en plus, hein, c'est la position du 2. Ok. Donc n sera toujours plus petit que 100 000, plus petit ou égal. Et k sera toujours entre 1 et n. Et en sortie, la position du nombre k dans la séquence des n premiers entiers naturels en ordre lexicographique. Bon, on est dans du 7Q, je pense qu'on va pouvoir faire les bourrins. On pourrait faire une fonction de sorte. On pourrait trier en fait, générer et trier la liste de ces entiers naturels. C'est pas fou. Est-ce qu'on a vraiment beaucoup plus simple? Je suis pas sûr en fait. Hein. Donc en gros, schématiquement, ce que j'aimerais faire... donc on a la liste, on trie la liste, et on fait index of de k. On pourrait retourner ça quoi. Créer la liste, on trie la liste. Alors, il y a des constructeurs de array avec n et ce qu'on veut passer pour construire les différents éléments de notre array. On va regarder ça. Je pense qu'on va aller voir la doc rapidement. La trier, ça sera juste un list.sort avec la fonction. En gros, dans l'idée, ça va être un truc un peu comme ça. On vérifiera, on affichera notre liste là pour vérifier qu'on a bien ce qu'il faut. Et ça sera partiellement. On va vérifier si elle est triée. En fait, je sais jamais s'il nous retourne la liste triée ou s'il la trie in place. Je crois qu'il retourne la liste triée, mais on va vérifier quand même. Ok, donc. C'est exactement ce qu'on veut faire, du 1n, et donc normalement on peut faire un new array avec la taille, mais je pense qu'il y a des solutions un peu plus sympas. Ça c'est une option. C'est plutôt ça que je cherche en fait. Alors, la longueur ça sera n. Ça a l'air pas mal ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un array de taille n. Et pour chaque élément à l'index i, qui est ici, on va retourner i plus 1. Sinon, on serait 0 based. Les index commencent à 0. Là, on veut les passer de 1 à 11. Donc là, on voit bien, on voulait 11 nombres, on a de 1 à 11. Et en dessous, on veut de 1 à 15, on voit qu'on les a de 1 à 15. Un petit truc rigolo, c'est qu'en fait, là, ils sont directement triés par ordre lexicographique, parce qu'en fait, c'est ce que fait la fonction sort par défaut en JavaScript. Du coup, ça, on peut virer. Ça, on peut virer. Par contre, lui, l'index, c'est plus 1.
Et donc là, on devrait déjà avoir tout qui passe, en fait. Donc je pense qu'on peut caler le sort ici. On va voir s'il nous le retourne. Ça a l'air pas mal. On peut même tricher encore plus. Ça, là, ça devient illisible, hein, on est bien d'accord. Et ça marche pas. Ah, parce qu'il manque le return, en fait. On va transformer ça en lambda, vite fait. Et on a un truc complètement illisible. Donc on peut faire du one-liner, mais on peut quand même organiser le truc de façon un peu lisible. Ce sera un peu plus sympa quand même. Donc là, on veut un array, on veut le sort, on veut l'index off et on rajoute un. Donc là, on construit notre array, on le trie et on prend l'index de notre élément K. On rajoute un. Là, ça commence à me plaire un petit peu plus. Et on va soumettre ça. Bon, ça passe tous nos tests. On voit qu'il en exécute un certain nombre. On va soumettre. Oh. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait. Il l'a fait avec num plus 1. En fait, lui, il a choisi de rajouter un 0 devant. Donc c'est pas idiot parce que du coup, il n'a pas rajouté 1 à l'index à la fin. C'est pas... J'aime bien l'idée. On peut aussi déconstruire. Là, c'est ce qu'il a fait. Donc lui, il a fait un truc qui ressemble plus à ce qu'on a fait nous. Par contre, il génère son array en 0 based et après il le map, donc il construit un deuxième array à partir de celui-là. Et il rajoute 1 à chaque élément. Ça marche très bien aussi, pas de souci, c'est le même principe. Ça, c'était l'ancienne façon de construire des arrays avec des données. Ça marche aussi. Je trouve ça moins lisible. Il y en a qui les ont construits à la main, ça marche aussi. Là, on voit bien que tout le monde fait le nums.sort là. Et utilise la méthode de conversion par défaut. Ça aurait été intéressant de la réécrire, mais vu qu'elle existe déjà. Du coup, voilà, ça j'aime bien, pour le coup. Donc en faisant un array un tout petit peu plus long, mais en le laissant zero based, on n'a pas le problème de décalage de l'index. Intéressant. Hop. Ok. Allez. Des higher order functions. On va rester dans le set un matin tranquille là, c'est juste pour se chauffer les doigts un petit peu. Alors, on va nous donner un tableau de nombres, qui sont des tableaux associatifs en PHP, mais vu qu'on fait du JavaScript là, c'est pas gênant. Qui représentent des données sur des développeurs qui se sont enregistrés pour, c'est toujours le même truc que l'autre, pour participer au prochain meetup de code qu'on organise. Donc là, on veut retourner un objet qui inclut le compte de chaque langage de programmation représenté au meetup. Ok, donc pour chaque langage de programmation qui est représenté, on veut retourner le nombre de personnes qui le pratiquent. Donc on se fiche de l'ordre des langages dans l'objet. Le compte, ça devrait être un nombre. Et l'array en entrée sera toujours valide, bien formaté. Donc il a fait toute une série, lui, pour le coup, vous voyez, je pense qu'ils sont de plus en plus difficiles. Celui-là a l'air plutôt simple. Allez, on va s'y attaquer, ça va être... Donc on veut compter les langages de la liste. Donc on va pas s'embarrasser de détails. On a déjà vu pas mal de fois tout ce qui est reduce, etc. Je pense qu'on va partir là-dessus.
Donc notre liste. Donc, on va avoir quoi? On va avoir notre objet. Et on va avoir notre élément là, c'est c'est un dev, ils appellent des développeurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va partir d'un objet vide, d'accord? En paramètre notre réduceur, donc c'est le cas terminal. Si notre tableau était vide, on voudrait retourner un objet vide. Et là, en passant sur chaque, en fait, notre... on va définir... Donc on va récupérer le langage, qui s'appelle language. Et donc dans notre tableau là, donc on va y mettre soit la valeur précédente, par défaut on va y mettre la valeur précédente plus 1, par contre on veut, si jamais on n'a pas de valeur précédente, on a des opérateurs sympas en JavaScript pour faire ça, donc si là c'est undefined, nul, tout ce que vous voulez, on va prendre la partie droite. Donc si c'est pas présent dans notre map, on va prendre 0. Si c'est présent, on va prendre la valeur déjà existante. Et ici, il faut pas qu'on oublie de retourner notre objet. Donc, du coup, vu que c'est sur 2 lignes, on peut pas remplacer ça par le return directement, pas facilement. On va laisser comme ça pour l'instant. Et ici, je pense qu'on peut directement retourner ça. Bon, ça marche directement. Donc, on partait d'un objet vide, on parcourt notre liste avec le reduce là, pour chacun. On va regarder dans la map, dans l'objet, s'il est déjà présent. Sinon, on met la valeur 0. Dans tous les cas, on ajoute 1. Donc, première fois qu'on voit un objet, on va mettre 1, 0 plus 1. La deuxième fois qu'on passe, on va trouver 1 ici. Donc, on va faire 1 plus 1, 2, ainsi de suite. Et donc, ça nous construit notre joli tableau. On va essayer de voir s'il y a des gens qui ont eu des idées un peu plus brillantes que la nôtre. Ouais. C'est la version du pauvre du reduce. Et ici on a un reduce. Bon, il a fait globalement la même chose que nous. Ok, un reduce. Ça ressemble très fortement à ce qu'on a fait. Je sais pas pourquoi il fait une map en amont. Ah, d'accord. Il filtre déjà par langage en fait. Vu qu'on est intéressé que par les langages qu'il y a dans la map, il choisit de transformer sa liste d'objets en liste de langages. Pourquoi pas? C'est pas idiot. Ok, ok. Intéressant. Allez, on va s'en faire un petit dernier pour la route. En plus, c'est de nouveau une higher order function. Alors, on va nous donner un arrêt d'objet. C'est toujours la même chose. Alors, on doit retourner quoi? True s'il y a au moins un développeur Ruby qui s'est enregistré. Et false s'il n'y en a aucun. Ok. Ok. Donc pour le coup... Donc l'idée, ça va être d'utiliser les fonctions sum, every, etc. Donc de filtrer un array. Donc là, on a notre liste. Je pense qu'on va pouvoir le faire en mode un peu bourrin, celui-là. Je prévois que ça sera un one-liner. Alors, je pense que c'est sum en JavaScript. Dans la plupart des langages, c'est any, l'équivalent.
En fait, on veut vérifier qu'il y a au moins un objet qui correspond à une condition, à un prédicat. Du coup, on va appliquer une méthode à chacun des éléments de la liste. Et dès qu'il y en a un qui va retourner vrai, on va être capable de retourner vrai. Sinon, on va tous les parcourir. S'il n'y en a aucun qui match, on retournera faux. Donc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé somme en JavaScript. Je crois que c'est à peu près le seul langage qui le fait comme ça. Peut-être en Ruby. Je sais plus. À vérifier. Donc là, on veut... Donc, on va prendre l'élément. Donc, dev. Dev.language. Même mettre 3 égales si on veut. Simple ou double quote, ici on s'en fout. Et du coup, on veut que ça soit Ruby. Je pense que c'est ça. Visiblement, ça n'a pas l'air mal. Ok, est-ce qu'on peut faire mieux? Je pense que ça va devenir compliqué. On pourrait mapper sur le langage comme on l'a vu et vérifier qu'il contient Ruby. Ce serait une autre option. On va garder ça de côté là. Le stock là. En fait, on pourrait faire un list.map. À l'élément, on va y mettre e.language. Et on pourrait faire un contains de Ruby. Après, le truc, donc si je fais test, ça devrait marcher aussi. Hein. Pas du tout. List.map.contains is not a function. Je croyais qu'ils avaient rajouté ça. Ah, je suis sur une vieille version de Node, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors c'est peut-être lié au fait de la version de Node en fait. On peut vérifier vite fait, mais ah, c'est includes. Pas réveillé. Ok, ça marche aussi. Après, je préfère l'autre version. Elle répond plus à l'exercice, en plus, qui aimerait bien qu'on utilise des fonctions d'ordre supérieur. C'est typiquement le cas de notre somme, là. Du coup, on va soumettre ça. Ok. C'est exactement la même réponse. Ok, bon, j'espère que ça vous aura plu. C'était une petite heure de chauffe avant d'attaquer le boulot. Je pense que j'essaierai de refaire ça le mardi et le vendredi matin, très certainement. De faire ça de façon un peu régulière. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre la chaîne, si jamais. Je referai ça assez régulièrement. Et sinon, on a toujours l'émission du jeudi soir où j'invite des gens et où on fait des trucs un petit peu plus compliqués. Donc, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Merci bien, bonne journée à vous.